On va terminer avec la dernière table ronde de la journée qui est plutôt sur l'accompagnement. Et je vais laisser nos intervenantes venir. Donc, ça sera modéré par Samia Monique, qui est chargée de dossier éducatrice spécialisée au sein du 116 000. Et parmi les intervenantes, il y a Ludivine Makanda, Alejandra Lecaros et il y a Ari Yeven qui va arriver également, qui n'est pas encore dans la salle. Ah, qui est là, juste en face de moi. Donc, je les laisse venir et je laisse Samia. Installer comme vous voulez. Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ceux qui sont revenus du déjeuner. J'espère que les autres pourront nous rejoindre assez rapidement pour assister à ce troisième temps, cette troisième table ronde consacrée aux enlèvements parentaux et qui va concerner cette fois-ci les enjeux et pratiques pour accompagner le lien parent-enfant pendant la disparition et après le retour, au retour de l'enfant quand il y a retour notamment. Ce qu'on a pu voir ce matin quand même pendant la première table ronde, il a été beaucoup question de médiation familiale, de médiation entre les parents, de coordination parentale dans un contexte de prévention de l'enlèvement parental. Sur le second temps d'échange, la seconde table ronde, il a été évoqué les difficultés d'exécution des décisions de justice qui étaient prises et qui, de fait, entraîne très souvent une rupture, parfois totale, de lien entre le parent et l'enfant pendant cet enlèvement parental. Donc l'objectif de notre temps d'échange à nous, c'est justement d'essayer de comprendre quels sont les enjeux, bien sûr, mais aussi les moyens, les outils de travailler à la reprise du lien quand il était perdu, ou au maintien de ce lien, au maintien de la qualité de ce lien quand il est encore existant ou préexistant. Donc je vous propose qu'on aborde cette thématique avec nos trois intervenantes, nos trois invités. On commencera avec Alejandra Lecaros Pineda, qui est notre psychologue au 116 000 enfants disparus, qui travaille du coup cette question au quotidien avec les familles. Ensuite, nous demanderons à Madame Ludivine Makanda d'intervenir en tant que médiatrice du service social international. Et pour terminer, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Ari Yeven, secrétaire générale de Missing Children Europe, qui pourra faire le lien, rebondir un petit peu avec ce qui se passe justement au-delà de la France. Merci. Alejandra. Bon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bon, surtout toutes. Merci d'être restés jusqu'à la fin, en tout cas. Donc, en tout cas, pour préparer ma présentation, j'ai décidé de poser cette question. Donc, comment accompagne-t-on le lien parent-enfant pendant la disparition et après les retours ? Je vais vraiment me baser sur mon expérience en tant que psychologue au 116 000 enfants disparus. Donc, bon, vous connaissez les 116 000 enfants disparus, c'est le numéro d'urgence. Et nous accompagnons aux parents, aux familles, dans le cadre des fugues, des disparitions inquiétantes, des enlèvements parentaux nationaux et internationaux. Donc, on va faire un accompagnement juridique, éducatif et psychologique. Donc, pour que vous puissiez vous représenter un peu le fonctionnement très rapidement, donc d'abord, il y a une plateforme téléphonique qui va évaluer la situation de l'appelante. Donc, il va voir s'il s'agit effectivement d'une fugue, d'une disparition, d'un épée. Et du coup, après, il va transmettre cette situation à la cellule de suivi, qui est conformée par une directrice, 3 juristes, un travailleur social, une éducatrice, c'est Samia, puis une psychologue, c'est moi. Donc, après, en fait, c'est le chargé de dossier qui va contacter la famille. On va faire un premier bilan, on va proposer des conseils, des orientations, on va orienter surtout au niveau des premières démarches. Notamment, les collègues juristes prendront en première intention les appels qui concernent les enlèvements parentaux. Et puis, moi et Samia, plutôt celle des fugues. Et ensuite,
On va suivre le dossier, connaître l'évolution de la situation et soutenir tout au long de la disparition et au retour quand la situation le nécessite. Et donc, pour vous expliquer une autre activité que nous proposons aux parents, en tout cas, c'est le groupe des paroles, qui est animé par une juriste et une psychologue, donc un groupe, et un autre groupe, c'est animé par une juriste et notre éducatrice. Voilà. Donc, moi, je propose en tout cas un accompagnement psychologique aux parents par téléphone au niveau du vécu émotionnel ainsi que des effets psychiques et relationnels. Donc, c'est sûr que le sujet de la table ronde est focalisé sur le pendant et le retour de l'enfant, mais je me suis dit que ce serait important quand même de nommer un peu les parents qui appellent des fois avec des suspicions ou des craintes d'enlèvement. Parce que ça rentre dans notre volet prévention. Et je voulais aussi remarquer que tout au long de toutes ces étapes, on va orienter vers des professionnels à proximité. Voilà. Donc, quand il y a une suspicion ou une crainte d'enlèvement parental, les parents nous appellent, souvent très chargés émotionnellement, non, avec la peur, la crainte que le parent part avec l'enfant, ou que, des fois aussi, ils s'appellent en nous expliquant une situation de non-représentation d'enfant qui risquerait de se transformer en enlèvement parental. Donc, les parents peuvent nous faire part de sa situation de séparation ou divorce avec l'autre parent. Il ou elle peut manifester ne pas savoir quoi faire pour protéger son enfant, surtout les liens avec l'enfant. Donc là, je voulais vous faire part d'une vignette, d'une situation. Donc, c'était un monsieur qui avait appelé un samedi, je me souviens, et qui avait dit que son ex-femme était partie avec son fils et que normalement, elle était c'était une représentation au début parce qu'elle était censée le rendre un jour. Donc le jour, je ne me souviens pas exactement, bien évidemment. Mais du coup, la mère avait maintenu le contact et donc avait envoyé des photos au père. Le père me disait, mais je suis sûre, elles sont chez ma belle-sœur. Et en plus, elle est étrangère, donc j'ai peur qu'elle part à l'étranger avec mon enfant. Donc, on a pris le temps, effectivement, d'échanger un peu de toutes ces craintes qu'il avait, parce qu'il avait décidé de se rendre sur place. Donc, on a échangé une semaine après, et il m'a dit, en tout cas, qu'il avait réussi à apaiser un peu la situation. Donc, c'est vrai qu'on peut être amené à accueillir par téléphone ces genres de situations. Donc, c'est que, en tout cas, je vais faire, ce qu'on va faire tout en général, c'est d'entendre le récit, d'accueillir l'émotion, non, qui des fois est très débordante. Et en tout cas, essayer de faire une guidance afin d'amener les parents à qu'ils restent en lien avec l'autre parent et que surtout, il ou elle ne coupe pas le lien avec l'enfant. Et une question qui est très, très récurrente, c'est « Mais alors, comment j'aborde les sujets avec l'enfant ?» Donc là, on va parler plutôt de l'organisation et d'expliquer effectivement à l'enfant de comment, en tout cas, l'organisation va changer suite à une séparation. Non, bon. Donc là, le cœur de cette table ronde, non, c'est les situations d'enlèvement parental, quand l'enlèvement parental a été commis. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, que la plupart des parents que nous accueillons par téléphone au 116 se trouvent dans cette étape. Donc, comme je vous avais expliqué, en tout cas, les chargés de dossier juristes vont accueillir en première intention les parents pour expliquer les procédures. Et puis, quand elle voit en tout cas que le parent est un peu débordé, ou c'est même les parents des fois qui demandent un peu un accompagnement psychologique parce qu'il n'arrive plus à dormir. Non, il y a plusieurs cas de figure. Donc, il va demander à la collègue de l'orienter vers les psychologues. Donc, elles vont donner mes coordonnées et puis je vais proposer un accompagnement psychologique aux parents. Donc, j'ai mis 2 flèches parce que des fois, c'est des situations surtout qui durent très longtemps. Donc, il y a un moment où il y a besoin des précisions concernant des procédures, surtout à l'international, que j'essaie de comprendre et que je pense que je comprends de plus en plus, mais qui nécessitent une prise en charge vraiment juridique, non ? Donc, je vais proposer cet accompagnement psychologique. Il s'agit d'un espace d'écoute sans jugement,
En tout cas, il y a des parents qui ont du mal à demander de l'aide, des fois des parents qui expérimentent un fort sentiment de solitude. Donc, en tout cas, je vais les proposer des fois de rendez-vous. Bon, ça dépend. Et je pense que ça m'a fait penser un peu à ce qui disait Allah, oui, tout à l'heure, qu'on oublie des fois le reste de la famille. Donc il y a aussi les grands-parents. Non, j'ai quelques suivis avec des grands-parents qui se voient aussi très affectés par la situation de leur place, non, des parents, on va dire, victimes, et des grands-parents du petit qui a disparu, non, qui a disparu. Et aussi, nous pouvons... il y a des professionnels, des fois des institutions qui peuvent nous contacter parce qu'ils se trouvent face à un parent qui vit un enlèvement parental et du coup ils ne connaissent pas trop par rapport à cette situation, donc ils vont appeler pour savoir un peu, pour connaître un peu quelque chose de notre domaine, un peu d'expertise. Et du coup, des fois, ça m'est déjà arrivé de proposer un accompagnement aux parents pour traiter effectivement, concrètement la situation d'enlèvement, en focus sur l'enfant et tout. Et les autres professionnels, bien sûr, continuent à travailler les autres sujets avec ses parents. Donc, en tout cas, tant pour les parents comme pour l'enfant, pas tout le temps, c'est sûr, mais l'enlèvement va avoir un impact traumatique. Même si, comme nous avons pu voir avant, des fois il y a une suspicion, mais la plupart des parents vont dire que c'est un vécu soudain. En tout cas, les parents qu'on écoute au 116, ils vont dire « Je suis arrivée à la maison, je n'ai pas retrouvé ni ma compagne, ni les enfants. » Tous les affaires des enfants avaient disparu. Je suis sûre que ça a été planifié, je n'ai pas vu venir. Donc je pense que, bien sûr, on est quand même coordonné par droit d'enfance, donc on va se focaliser sur l'enfant. Mais je pense que c'est important d'avoir en tête tous les enjeux psychologiques propres à deux, aux parents, aux enfants. Mais comme je vous dis, surtout dès l'enfant, afin de les mettre vraiment au centre du récit du parent. Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre un peu, en général, l'impact psychologique pour l'enfant. Donc, il peut avoir de la confusion, des loyautés divisées, voire clivées, parce que l'enfant aime les deux parents et du coup... Parfois, il se trouve face à cette situation dans laquelle il doit rejeter un parent afin de protéger l'autre, ce qui crée chez lui un conflit intense, interne intense. Il va aussi être exposé à un discours unilatéral. Non, des fois, des messages, j'ai déjà en tout cas entendu des parents qui me disaient ça, mais que au retour, en tout cas, les parents disaient oui, la mère disait que j'étais méchante ou que j'allais jamais aller les chercher, alors que ce n'était pas forcément vrai. Donc aussi, ils peuvent se trouver hyper adaptés face au nouvel environnement dans lequel ils se trouvent suite à l'enlèvement ou en retraite, non, suite à la perte un peu des repères de tous les jours. Au niveau symptomatique, on va trouver de l'anxiété, la culpabilité, des fois surtout face au non-dire, au silence de la part des parents. Et ces non-dires peuvent se manifester aussi au niveau des s'agir, des difficultés au niveau du sommeil aussi. Donc, pour évoquer un peu l'impact psychologique pour les parents ou les grands-parents, ne l'oublions pas, et qui se trouvent face à la disparition, on peut parler des sidérations, des culpabilités, des émotions dépressives, des colères, des frustrations, d'anxiété, aussi des perturbations au niveau du sommeil, des ruminations, surtout autour de l'autre parent, puis aussi des procédures de justice. Bon, justement, là vient les sentiments d'injustice. Et des fois aussi, ils peuvent avoir des attentes irréalistes de retour de leur enfant, voire des images un peu idéalisées, en fait. Donc, pour résumer, en tout cas, les liens parent-enfant se trouvent face à une rupture des continuités relationnelles et affectives, parce que le parent perd accès aux ses émotions et aux variations du quotidien. Moi, ça m'a fait penser à une situation, je me suis dit que j'allais l'amener ici, parce que c'était une dame
qui me racontait un peu comment pour elle c'était très difficile de regarder la chambre des enfants. Et puis qu'elle n'arrivait pas à commander, je me souviens très bien des sushis parce que c'était un peu les rituels avec ses enfants et du coup là c'était impossible de penser à continuer à faire quelque chose sans eux. Et puis il y avait les copains qui étaient les voisins qui toquaient la porte pour demander si ils pouvaient jouer avec les enfants et bon elle devait expliquer à chaque fois qu'ils n'étaient pas là donc c'était très très difficile. Donc c'est vrai que je l'avais beaucoup accompagnée pour essayer de voilà, des fois, en étant dans ces genres de situations, on ne trouve pas les mots pour essayer de l'amener à trouver des mots. Donc, justement, de quoi il va s'agir, en tout cas, mon travail, de faire de la contenance, de nommer un peu l'expérience qu'ils sont en train de traverser, surtout de ne pas psychopathologiser, parce que je me souviens très bien de mes premiers appels quand j'ai commencé les postes ici au 116, mais un parent qui m'avait appelé très, 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 très affecté, et je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce que c'est ces parents? Et une semaine après, en fait, je l'ai eu au téléphone, c'était, bon, pour caricaturiser un peu, mais c'était un autre parent. Donc je me suis dit, ah, tiens, en fait, ça peut bouleverser complètement le monde interne de quelqu'un, en fait, de vivre en situation pareille. Donc, l'amener à avoir des réactions très, très fortes. Donc, comment accompagner le lien parent-enfant pendant la disparition, comment les maintenir même quand il est impossible, non? Donc, pour moi, c'est important de proposer un maintien narratif du lien, même quand les parents n'ont pas de contact avec l'enfant. Ça permet de soutenir quand même une présence interne du lien. L'importance des traces, non, les photos, les messages, les objets transitionnels. Ça me fait penser à un monsieur qui m'a raconté un peu comment dans un carton il mettait des petits objets qui les faisaient penser à sa fille pour si un jour il la retrouvait. Et c'est préparer au retour, je pense que c'est important psychiquement, même s'il n'y a pas de date. Et moi je conseille toujours, bon je ne le dis pas forcément comme ça, mais je me dis éviter d'exprimer la haine. Non, s'il y a si le contact continue avec l'enfant ou avec l'autre parent. Non, je pense à un monsieur que je suis en ce moment qui me dit à quel point il voudrait dire à ses enfants à quel point la situation est injuste pour lui, que ça le met très très en colère, mais il sait qu'ils ne peuvent pas le dire parce que ça leur détruirait énormément leur monde interne. Et puis, j'ai vu tout au long de mes accompagnements, pour ceux qui pouvaient maintenir un petit peu de lien, beaucoup de créativité. Parce que y a des appels vidéo, j'ai des parents qui lisent des histoires, j'ai même une grand-mère qui va à la ludothèque prendre des petits jeux pour que son fils puisse jouer avec son enfant via le portable, non, ce qui est très très dur. Mais en tout cas, ils essayent de garder les petits peu de liens qui restent en ayant en même temps la crainte que le contact se coupe. Non, donc c'est effectivement des émotions qu'on va essayer d'accompagner. Et bon, au retour de l'enfant, alors comment accompagner le lien parent-enfant pendant le retour? Donc, je pense que c'est très important de les penser dès la disparition. Les moments de retour est un temps psychiquement complexe parce que c'est pas forcément un happy ending, non, un final heureux, oui. Et du coup, l'enfant peut être distant, confus, froid. Ce qui me permet un peu de parler du groupe des paroles. Non, on a une maman dans un des groupes des paroles qui a retrouvé les enfants, ce qui a donné en tout cas beaucoup d'espoir aux autres parents et qui en même temps a permis de leur montrer à quel point c'était très difficile le retour, non? Parce qu'elle racontait un peu comment elle montrait des évidences, on va dire, des appels qu'elle a fait aux enfants qui étaient en plus à l'étranger. Et les enfants lui disaient, non, tout le monde, en fait, ces appels n'ont jamais existé. Et du coup, je pense que le groupe des paroles a été un grand soutien et en même temps, c'était un aller-retour. C'était un peu, ça donnait de l'espoir, mais en même temps, il disait, ça nous montre aussi comment ça pourrait être pour nous, dans le cas de figure, on retrouve nos enfants.
Donc, et puis, bon, il y a l'accompagnement au niveau du rythme progressif des routines, parce que, bon, sûr que l'enfant va se retrouver, après avoir vécu avec un parent, avec l'autre, donc il faut penser, préparer tout ça, l'inscription à l'école. Bon, c'est des trucs très pratiques, mais desquels on en parle souvent et qui ramènent des fois beaucoup d'angoisse malgré tout. Donc, je voudrais dire qu'il faut du temps, justement, pour recréer un lien de confiance et de sécurité. C'est tout un travail d'ajustement, non, de s'adapter, de contenir les émotions de l'enfant, d'éviter de faire des interrogatoires, d'essayer de trouver une vérité, non. Parce que le travail, c'est vraiment de réintégrer plusieurs récits sans tout détruire, en tout cas pour l'enfant, non. Et les liens doivent être reconstitués symboliquement, pas seulement physiquement. Et moi, je pense que le travail que nous proposons, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment important d'accompagner les parents afin qu'ils accompagnent son enfant pour qu'il se réapproprie petit à petit de l'expérience vécue. Bon, c'est tout. Merci. Merci Alejandra pour cette explication sur ce que tu fais du coup au 116 000 pour accompagner les familles. Et c'est vrai qu'on comprend bien que c'est important quand les parents nous contactent, quand ils contactent les différents 116 000, à quelle étape ils sont de la disparition. Est-ce qu'ils sont dans la crainte que ça se produise ou dans déjà le passage à l'acte qui est en action. Parfois, on a même des parents qui nous contactent avec un enfant ou des enfants avec lesquels ils ont perdu un contact depuis plusieurs années. Et c'est là aussi que, comme tu disais, il y a tout ce travail-là aussi de continuer à parler de l'enfant, à l'inscrire dans une narration, dans le récit de l'histoire familiale, que cet enfant existe, surtout pour des parents dont l'enfant grandit sans eux. Et ils n'ont pas d'image de cet enfant qui grandit, de savoir comment il est. Ils restent avec l'image de l'enfant à l'âge qu'il avait quand ils l'ont perdu. On va pouvoir du coup demander un peu à notre amie Ludivine de nous expliquer quelle est sa place, quel est son rôle, elle, dans cet accompagnement auprès des parents et de la reconstruction du lien ou du maintien. Merci Samia, bonjour à tous et à toutes. Donc l'idée de mon intervention, c'est de pouvoir vous partager comment la médiation familiale, ça peut être un outil pour accompagner les parents, les familles qui vivent ces disparitions au cours ou après un enlèvement. Il y a un petit bruit, ça vous gêne ou il n'y a que moi que ça gêne? Comme ça, est-ce que c'est mieux? Comme ça, est-ce que c'est mieux? Non, je pense que c'est parce que je suis trop proche de ça, non? Ok. Excusez-moi, petit ajustement. Ok. Donc, l'idée, c'est que souvent, au cours de mon propos, je vais utiliser le mot « enfant », mais en médiation familiale, ou en tout cas la médiation que moi, je pratique, on n'accueille pas si souvent que ça les petits-enfants. On va plutôt accueillir à partir de la préadolescence jusqu'à l'adolescence. Donc c'était le petit avant-propos pour que ce ne soit pas perturbant pour vous. Quand je dis enfant, en général, je pense à partir de 9 ans. Voilà, comme ça, on parle de la même chose. Donc l'idée, c'est qu'avant de pouvoir re-rentrer dans comment la médiation peut être utile au cours de la disparition et au retour, je vais juste revenir sur le processus lui-même, même si je pense qu'il vous a peut-être été redonné ce matin. J'étais pas là, donc dans le doute, je vais le reposer quand même. Donc l'idée en médiation, c'est qu'on accueille tout le conflit familial, quel qu'il soit. Donc des parents séparés, pas séparés, des grands-parents, des frères et sœurs, des familles recomposées. Et l'idée, c'est d'offrir un espace confidentiel. Donc, quand on dit confidentiel, ça signifie vraiment qu'en tant que médiateur, on ne va faire aucun rapport sur ce qui se passe au cours des séances de médiation, même quand les médiations, elles sont judiciaires. Et quand je pense à judiciaire, je pense notamment parfois pour les médiations familiales internationales. On ne fait aucun rapport sur ce qui se dit pendant les séances de médiation, parce que l'idée, c'est que les personnes puissent se sentir le plus
à l'aise possible pour réellement dire ce qu'elles pensent et ce qu'elles vivent de leur situation et de leur conflit. Et donc, quand elles comprennent qu'aucun rapport ne sera fait, ou un juge, un travailleur social, un avocat, que ça ne pourra pas être utilisé en procédure, en général, les gens sont plus honnêtes. Et plus ils sont honnêtes, et plus ce sur quoi ils vont se mettre d'accord, ou les solutions sur lesquelles ils vont pouvoir se rencontrer, c'est des solutions qui pourront maintenir réellement dans le long terme. Et donc l'idée, c'est confidentiel pour moi en tant que médiatrice, mais aussi pour les personnes. Donc ce qui sort de la médiation, c'est que ce sur quoi ils se mettent d'accord, parce que c'est important de le transmettre au reste de la famille, par exemple les enfants qui sont concernés, ou parce qu'ils ont trouvé des accords qui vont pouvoir formaliser pour pouvoir le faire homologuer par un juge, ou pour pouvoir le faire appliquer ensuite dans un autre pays, par exemple, comme dans les cas où on est sur des éloignements géographiques ou des enlèvements parentaux. Et donc la médiation, donc, c'est un processus qui est mené par un médiateur qui sera neutre, impartial et indépendant, et il va se passer en 2 ou 3 étapes en fonction de où on en est. Donc la première étape, ce sera toujours l'entretien préalable, qui est donc un entretien d'information souvent, mais en réalité c'est toujours un peu plus qu'un entretien d'information, c'est le moment où on fait un état des lieux. Un état des lieux, où en sont les personnes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils vivent. C'est le moment pour clarifier pour eux-mêmes déjà où ils en sont. Et aussi ce qui s'est déjà fait peut-être sur le plan judiciaire, quand il y a des choses qui ont déjà été mises en place en termes de procédure. Et ensuite, la deuxième étape, c'est les séances de médiation elles-mêmes. En général, on est entre 2 et 3 séances, souvent qui sont espacées de 15 jours quand on est sur des médiations classiques. Mais quand on va être sur des médiations internationales, vu que, surtout quand on est engagé avec le process de La Haye, etc., on est sur des temps beaucoup plus courts. Dans ce cas, ça va se faire on va essayer, dans la mesure du possible, à ce que ça se fasse dans un délai de 6 semaines. Et ensuite, la troisième étape, quand même petite précision, dans cette étape-là, ce qui va se faire réellement dans les séances, au-delà de prendre des décisions, ce que je dis souvent, la médiation, même si c'est comme ça qu'on en parle, c'est pas obligatoirement de prendre des décisions, mais avant tout de clarifier la situation, de clarifier chacun la situation, chaque parent qui puisse clarifier où ils en sont, et de clarifier ensemble. Plus c'est clarifié, moins ils ont besoin de tiers au final pour prendre des décisions, ou en tout cas la prise de décision elle est beaucoup plus fluide entre guillemets et plus naturelle. Bon, ça marche pas toujours, hein, c'est pas toujours facile, mais l'idée c'est de repasser par les besoins de chacun, par les envies de chacun, par les peurs aussi, et vraiment de pouvoir dénouer tous les mal entendus, vraiment les mots qui ont mal été entendus. C'est vraiment dénouer tout ça qui ensuite permet à chacun de pouvoir prendre des décisions pour soi, mais aussi des décisions avec l'autre et pour l'autre, parce que souvent ça va concerner des enfants derrière. Et donc la troisième étape, ça va être la formalisation d'accords, quand il y a des accords qui ont été trouvés, ou quand c'est important que ce soit formalisé et homologué par un juge, notamment quand on va être dans des cas internationaux comme ça, où à un moment on a besoin de pouvoir justifier de ce sur quoi on s'est mis d'accord. Donc voilà pour le process de médiation en tant que tel. Maintenant, comment ce process il peut être utilisé dans le cas d'enlèvements parentaux, et notamment pendant la disparition, ça va être tout d'abord, par exemple, la mise en place de médiation familiale internationale. Ces médiations-là, elles peuvent être assez complexes à mettre en place, parce que ça va parfois demander à ce que les médiateurs puissent parler une autre langue, à ce qu'ils soient au fait de ce qui se fait au niveau procédure judiciaire dans le pays où l'enfant est avec le parent. Et parfois, ça va demander aussi de mettre en place des comédiations. Donc, ça veut dire d'avoir un autre médiateur qui est aussi là pendant la médiation. On peut avoir des styles de médiation différents, etc. Donc, voilà, c'est des médiations qui peuvent être un peu complexes à mettre en place, mais qui peuvent
permettre, en tout cas, de trouver à minima des solutions pour que le parent qui est délaissé puisse avoir des liens quand même avec l'enfant, ou au moins de façon provisoire. Par exemple, de pouvoir mettre en place des appels vidéo quand ça fait déjà plusieurs mois qu'ils n'ont pas pu être en lien ensemble. Ça va être, par exemple, de pouvoir envoyer des cadeaux, de pouvoir envoyer des lettres ou même recevoir des lettres, recevoir des vidéos de l'enfant, etc. Voilà, c'est des petites négociations qui peuvent se mettre en place et qui peuvent aider à soutenir et à maintenir en tout cas la relation parent-enfant malgré l'éloignement. Et après, ce qui rend aussi un petit peu complexe la mise en place de ces médiations, c'est de trouver les médiateurs qui peuvent mettre en place ces médiations. Et c'est là que, par exemple, le bureau de prémédiation qui a été mis en place par le SSI, il peut être intéressant parce que c'est de la mise en relation, notamment, de pouvoir trouver ces médiateurs qui sont en capacité de faire ça. Et c'est vrai que c'est pas obligatoirement facile de trouver des médiateurs bilingues ou tout simplement qui sont au fait de tout ce qui se passe autant au niveau juridique, mais aussi au niveau psychique dans ce type de médiation-là. Donc ça demande quand même un petit peu de compétences, en plus des compétences de médiation pure. Ensuite, là où la médiation, ça peut aussi être un outil dans ces situations-là, ça me fait penser à un éloignement volontaire que j'ai eu à accompagner, mais qui était en France. Et l'idée, en fait, c'est que la médiation, elle peut aussi être là pour soutenir le reste du réseau familial. Parce que, comme ça a été redit par ma collègue tout à l'heure, l'enlèvement d'un enfant, ça touche le parent, mais ça touche aussi toutes les personnes autour. Les grands-parents, quand c'est des familles recomposées, les demi-frères, demi-sœurs, ça peut toucher les oncles, les tantes, etc. Et j'ai eu un dossier comme ça une fois où c'était un éloignement. Bon, alors c'était en France, mais c'était quand même de la distance entre Paris et Marseille, où la mère n'avait plus du tout de contact avec son fils. Et en fait, moi, j'ai été contactée par son frère parce que cette situation avait généré un conflit tellement fort au sein de la famille qu'il n'y avait plus du tout de communication entre madame et son frère, au final. Et ça a fini par affecter tout le monde, les parents, les cousins, etc. Et pour le frère, c'était devenu invivable. Donc, ils m'ont contacté et au cours de la médiation, ça a été de pouvoir reparler de ce qui a fait conflit pour eux et comment cet éloignement et cet enfant qui, au final, n'a rien demandé dans l'histoire, s'est retrouvé à être le sujet et le cœur de ce conflit entre eux. Donc, ça a été une médiation frère-sœur. Où on a pu revenir sur et la culpabilité, et la colère, et les besoins qu'ils pouvaient avoir, et comment ça avait un impact sur le reste de la famille. Et derrière, madame, ce qu'on a mis en place avec elle, c'est ce qu'on appelle souvent en médiation l'accompagnement à la parentalité, qui est aussi un autre outil qui peut être utilisé dans ce cadre-là, où c'est vraiment penser sa parentalité malgré le fait que l'enfant ne soit pas là. Comment on est quand même coparent quand on n'a pas accès à son enfant. Donc c'était de pouvoir réfléchir à tout ça ensemble. Et pour madame, ça a été un tremplin par la suite pour aller vers de la thérapie, ce qu'elle se refusait à faire depuis le début de cette situation qui durait depuis 2 ans quand ils sont venus dans mon espace de médiation. Donc pendant la disparition, la médiation, ça peut être un outil à ce niveau-là, autant en soutien aux parents dans de l'international, mais aussi au soutien aux parents et au reste du réseau familial. Ensuite, concernant le retour, alors j'ai un petit peu cherché pour voir si on avait un petit peu des chiffres ou autres sur l'âge des enfants au retour. Alors, j'ai pas trouvé, parce que des retours, il n'y en a pas tant que ça, de ce que je vois, ou en tout cas, s'il y en a, on n'est peut-être pas informé. Donc j'ai pas obligatoirement de chiffres par rapport à ça. En tout cas, dans ma pratique de médiatrice, j'ai pas encore reçu de demande de personnes qui demandaient de la médiation au retour parce que leur enfant est revenu d'enlèvement parental. Par contre, ce qu'on a déjà pu mettre en place, c'est
de la médiation pour préparer le retour lors d'un placement au niveau de la protection de l'enfance. Donc un enfant qui avait été placé et qui devait revenir dans le domicile de son parent hébergeant, et il n'y avait plus de contact entre eux. Donc je trouve que ce type de situation est assez similaire à ce qui peut se vivre, en tout cas en termes de lien parent-enfant. Donc je vais partir de là pour vous dire un petit peu comment est-ce que la médiation elle peut aider, en tout cas accompagner dans ce cadre-là. Mais juste avant ça, juste pour que vous voyez un petit peu en tout cas ce que moi en tant que médiatrice j'ai en arrière-plan pour mettre en place ce type de médiation, c'est ce qu'on appelle les médiations de remise en relation, avec de grandes guillemets, ou les médiations parents-ados. Encore une fois, ados, enfants, souvent médiation plutôt à partir de 9 ans, et on évalue aussi par rapport au niveau de maturité de l'enfant au cours des entretiens d'information. Donc ce qu'on a souvent en tête en médiation, pour voir quel process on met en place, c'est, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai été formée, c'est la théorie de l'escalade du conflit de Gals. Et lui, en fait, ce qu'il a théorisé, c'est 3 niveaux de conflits différents. Le premier niveau, ou en tout cas le premier état, c'est ce qu'il appelle le niveau gagnant-gagnant. Ce niveau-là, c'est le niveau qu'on appelle aussi l'opposition rationnelle et contrôlée. C'est le moment où la raison, elle laisse un peu la place petit à petit à l'émotion. Et le conflit, en gros, il va évoluer par du durcissement. Ensuite, on rentre un peu dans des débats. On est dans de la polémique. Et finalement, on arrive plus ou moins à gérer le conflit. Et c'est plutôt OK. C'est le premier niveau. Ensuite, dans le deuxième niveau, on est sur ce qu'il appelle gagnant-perdant. Donc, il y en a un qui est en position de force et l'autre qui ne l'est pas vraiment, quoi. Et donc, c'est ce qu'il appelle la tension qui est focalisée sur la relation. Là, c'est les moments où on va y avoir des alliances qui vont se créer, atteinte à la réputation de l'autre, des attaques, des tentatives d'isolement, menaces et ripostes. Là, on commence un petit peu à voir les dossiers d'enlèvement parentaux, où est-ce qu'ils peuvent se placer. Ensuite, on va avoir le troisième niveau, qui est le niveau perdant-perdant, où là, on est vraiment dans la confrontation destructrice, où là, l'émotion, elle laisse complètement la place à vraiment l'instinct de survie, un petit peu, et quasiment à la mort. Bon, de façon figurée, hein, mais on est vraiment quasiment dans un état de mort. Et là, on est vraiment sur un conflit où on va être dans du dénigrement de l'autre, on va être dans de la destruction mutuelle, et au final, il n'y a personne qui s'en sort bien. Et les enlèvements parentaux, et même quand on est dans l'éloignement géographique volontaire, hein, on va plutôt être dans ce niveau-là de conflit. Donc quand on va accueillir ces médiations-là, on va avoir ça en tête, parce que le process qu'on va mettre en place, il va potentiellement devoir être un petit peu plus long et un petit peu plus délicat que dans d'autres situations, parce qu'on arrive vraiment sur du haut conflit. Et ensuite, l'autre chose qu'on va avoir en tête dans ces médiations, donc parents-ados, remise en relation, ça va être ce qui a été évoqué par ma collègue tout à l'heure, l'état émotionnel de l'enfant. Parce que dans ces périodes-là, à partir de la préadolescence, même si, comme nous le dit Philippe Gutton, l'adolescent, il a la nécessité du conflit, il n'a pas la nécessité du conflit parental. Donc déjà, à l'intérieur de lui, il est en conflit, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Françoise Dolto, qui est pédiatre et psychanalyste, qui dit qu'un adolescent, c'est un homard pendant la mue, sans carapace, et qui est obligé d'en fabriquer une autre, et en attendant, il est confronté à tous les dangers. Et donc, il est déjà extrêmement fragilisé au final. Parce que il est déjà dans cette période où on se connaît plus vraiment, on essaie de s'individualiser, on essaie de prendre son indépendance, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, et en plus de ça, on est confronté à ce conflit parental qu'on n'attendait pas, voilà. Et donc l'idée, c'est qu'en médiation, quand on va accueillir ces familles-là, c'est de garder tout ça en tête, parce que c'est ce qui va nous permettre d'être au plus près et au plus proche de ce qu'ils vivent, et de faire en sorte, en tout cas au maximum, que la médiation ne devienne pas une violence en plus pour eux.
et notamment pour ces adolescents et ces enfants, et ne pas les remettre au cœur du conflit. Donc, l'idée, ça va être vraiment de garder ça en tête, et notamment parce que, comme ces adolescents, ces enfants, ils sont déjà très fragilisés, et ils peuvent beaucoup plus facilement, en fait, vu que le conflit, au-delà de pour l'adolescent, c'est aussi pour les parents, hein, le conflit, qu'est-ce qui va générer ? Ça va bouleverser les repères, ça bouleverse les apprentissages, les règles, etc. On ne sait plus où on est, on ne sait plus réellement qui on est. Logiquement, ces enfants, ils vont plus facilement être enclins à prendre le parti d'un des parents. Et notamment le parent avec qui ils sont, et pas le parent qui est resté derrière, même si c'est un parent qui va avoir été proactif à essayer de garder le lien, à entretenir la relation. Logiquement, il va presque ne plus se sentir, en tout cas il y en a un qui m'a dit ça une fois, qui ne se sentait pas autorisé à aimer ses deux parents. Et donc c'était très compliqué pour lui, même d'être dans la même pièce que son autre parent, tout simplement. Donc c'est tout ça qu'on va garder en tête quand on va mettre en place ces médiations, sachant qu'il peut s'ajouter la probabilité, quand on va être dans des cas d'enlèvement parentaux comme ça, que l'enfant ne parle peut-être plus la langue du parent, ou ne le parle plus très bien. Donc, quand on met en place ce type de médiation, il y a tout ça qu'il faudra prendre en compte, et donc ça va demander au médiateur d'être un minima formé, ou potentiellement de demander à des tiers d'être présents, traducteurs ou autres, qui pourront aussi faciliter tout ça. Et donc après, concrètement, la médiation parent-ado, comment ça fonctionne ? L'idée, c'est que la différence avec le processus de médiation classique, c'est qu'on ne va pas être face à deux personnes qui sont sur un même pied d'égalité. Parce qu'on est avec une personne qui détient l'autorité parentale sur l'autre. Donc on est dans quelque chose d'un peu déséquilibré en termes de pouvoir. Donc dans ces médiations-là, ça ne va pas être de la négociation sur ce qui est de l'ordre de l'autorité parentale. Mais on va vraiment être sur comment travailler le lien, comment travailler vraiment la relation, et comment est-ce que la situation, elle peut imaginer ensemble comment la situation, elle peut devenir plus vivable pour chacun. Et donc, l'objectif, ça va être de pouvoir ajuster, voire transformer ce qui aujourd'hui est parfois invivable pour un des parents, et notamment pour l'adolescent. Donc l'objectif pour les adolescents, ça va être de pouvoir essayer dans la mesure du possible de communiquer avec le parent avec lequel ils sont en rupture. Ça va être de pouvoir exprimer leurs besoins et leurs émotions, d'évacuer toute notion de culpabilité, d'abandon ou de rejet, en tout cas de pouvoir en parler, de poser des mots. Ça va être de pouvoir différencier leurs propres besoins des besoins du parent, parce que souvent, y a de la confusion à ce niveau-là. Après, ça va être de pouvoir essayer de rétablir la relation et d'entendre aussi ce que dit la loi. Ça peut être important dans certaines situations. Et aussi de savoir que leurs besoins, ils sont pris en compte par les parents, même si au final, c'est pas eux qui décident. Et qu'au final, les décisions qui sont prises ne sont peut-être pas celles idéales qu'ils auraient souhaitées, mais que leurs besoins sont quand même pris en compte. Et pour les parents, l'objectif, ça va être, quand ils sont tous les deux présents, ce qui n'est pas toujours le cas, quand ils sont tous les deux présents, c'est d'identifier les points de conflit, mais en vrai, quand ils sont seuls aussi, de reconnaître leurs responsabilités conjointes, de s'accorder sur les besoins de leurs adolescents, et pareil, de pouvoir distinguer leurs besoins des besoins de leurs enfants, parce que souvent, il y a énormément de confusion à ce niveau-là. Voilà, à pouvoir aussi entendre aussi ce que dit la loi. Et comment ça se passe concrètement ? On ne va pas être sur juste 3 étapes comme j'ai pu le présenter au tout début, mais on va être sur beaucoup plus d'étapes. On va être sur un premier entretien avec le parent pour pouvoir faire cet état des lieux. Ensuite, ça va être différentes techniques qu'on a pour aider le parent à voir comment est-ce qu'ils peuvent amener la médiation à leur enfant, parce que c'est pas obligatoirement simple de pouvoir présenter ça à leur enfant. Ensuite, si l'enfant accepte,
de faire l'entretien d'information, l'entretien préalable. Dans ce cas, on a un premier entretien préalable qui est vraiment de présenter la médiation, ce que c'est, comment ça fonctionne. Et ensuite, ce sera de faire un entretien individuel avec lui, où là, on va vraiment travailler sur les besoins, etc., ce qu'il souhaiterait dire aux parents, et surtout de revérifier avec lui, est-ce qu'il souhaite vraiment mettre en place cette médiation avec le parent. S'il nous dit non, dans ce cas, nous, on ne forcera pas. Et ce qu'on va faire, par contre, ce sera un entretien de restitution avec le parent, et où on a souvent des paperboards en médiation, et souvent au paperboard, avec les enfants, on écrit ce qu'ils souhaitent qu'on dise aux parents, ou eux-mêmes, ils peuvent faire aussi des dessins, etc. Et c'est ça qu'on va ensuite pouvoir donner en entretien de restitution aux parents. Et à partir de là, ce sera de réfléchir avec le parent comment ça peut se traduire dans leur quotidien avec les enfants si l'enfant ne veut pas faire la médiation en tant que telle. Par contre, s'il accepte de faire la médiation, dans ce cas, ensuite, on fait ce qu'on appelle les entretiens familiaux, où là, il peut y en avoir 1, 2, 3, en fonction des différents sujets qu'ils vont avoir, jusqu'à ce que, ou de notre côté ou de leur côté, ils estiment que la médiation n'est plus nécessaire dans leur cas. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe de façon générale, et notamment dans les médiations en préparation au retour à la maison. Donc dans les médiations de placement qui m'ont fait penser aux enlèvements parentaux. Et donc l'avantage, on va dire, de la médiation, c'est comme ce que disait Alejandra tout à l'heure, c'est que ça permet de prendre le temps. Et en fait, ces situations-là, et notamment quand il y a eu une rupture qui a été longue et qui a été importante, c'est de pouvoir prendre le temps pour chacun de se positionner, de reprendre ses marques, de voir comment nos marques respectives, elles peuvent à nouveau essayer de fonctionner ensemble. Et si elles ne peuvent pas fonctionner ensemble, c'est comment est-ce qu'on continue cette relation, et est-ce que cette relation, elle doit continuer, et de quelle façon. Et dans ce cas, c'est de travailler plutôt cette question-là par la suite. Et pour les ados, souvent, l'avantage, c'est de pouvoir nommer leurs besoins et leurs peurs dans un cadre qui est sécurisé, et de ne plus être victime ou otage du conflit parental, mais de pouvoir être acteur, voilà, de leur reconstruction dans ce schéma familial. Voilà un petit peu comment la médiation peut être un outil dans ce type de situation, en tout cas tel que moi je le vois. Merci. Merci Ludivine de nous avoir fait partager ces expériences-là et le process un petit peu de la médiation parent-enfant. Alors c'est vrai que dans les situations d'enlèvement parentaux, malheureusement, on a aussi des situations où il n'y a pas de contact du tout. Et effectivement, dans le cadre de groupes de parole, par exemple, on travaille avec des parents qui doivent continuer à rester parents de cet enfant qu'ils ne verront pas, avec un espèce de processus un peu de deuil aussi de cette parentalité, qui se travaille aussi dans nos espaces et qui là malheureusement ne peut pas faire l'objet de médiation familiale. On va continuer avec Arre qui va nous expliquer un petit peu son fonctionnement, le fonctionnement de Missing Children, et ce qui peut être fait pour accompagner le lien parent-enfant. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais... ce que je vais dire, ça va être sur un plan différent un peu, parce que chez nous, à Missing Children, on ne voit pas les parents et les enfants nous-mêmes. Nous, on travaille pour vous. Donc, pour ceux qui font ce travail. Et donc, voilà, ma contribution, ça sera surtout sur les politiques et les recherches qu'on a, qui touchent un peu sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas encore bien élaboré chez nous. Donc, c'était vraiment bien de savoir comment vous le faites. Et surtout aussi de savoir que la médiation a beaucoup plus de... beaucoup plus de tout passing. Je cherche le mot. Applications, beaucoup plus d'applications que je ne pensais. Et donc voilà, c'est très bien. J'ai des idées, mais maintenant je vais faire ma
conférence. Donc, qui sommes-nous? On a 35 organisations pour le moment dans 28 pays qui sont tous, comme vous, actifs sur le terrain pour prévenir, protéger et soutenir les enfants disparus et les familles de ces enfants. On a les services de la ligne nationale, c'est en fait une ligne européenne, 116 000, qui existe dans 33 pays et 23 de ces pays, c'est un membre de Missing Children Europe qui fournissent gratuitement et rapidement le soutien émotionnel et psychologique, comme expliqué aujourd'hui. Il diffuse des appels publicitaires, il facilite les contacts entre les parents et les forces d'ordre, mais aussi ils apportent le soutien transfrontalier aussi. Et nous, on facilite ça. Missing Children Europe mène des programmes avec les membres pour aborder un peu les problèmes les plus graves. Je vais voir un peu les chiffres qu'on a. Donc, chaque année, c'est environ... les chiffres, c'est difficile en français. 250 000 enfants qui disparaissent. Et nous, on fait, pour toutes sortes de raisons, et vous voyez un peu la division, donc 16% ce sont des enlèvements parentaux. La plupart sont des fugues, puis on a les enlèvements parentaux, la migration, perdus, blessés ou autrement disparus, c'est une catégorie la catégorie la plus petite, c'est l'enlèvement criminel. Et donc ça, c'est un peu pourquoi, c'est la deuxième catégorie pour nous. Et entre les catégories de disparition transfrontalière, c'est en fait la catégorie la plus grande. Donc voilà. Les chiffres, j'ai encore un peu plus de chiffres sur les enlèvements parentaux. Je vais dire pas beaucoup, je vais passer ces slides-là, les facteurs et les conséquences, parce que vous le savez déjà. Je vais vous parler un peu de nos projets. Ce sont des projets surtout de recherche, de formation, de la défense des droits et la sensibilisation. La défense des droits, c'est un peu le plaidoyer. Et donc, je vais vous parler de tous nos projets-là et faire un petit peu le focus sur le lien entre les parents et l'enfant pendant et après la disparition. Pour nous, c'est la disparition, mais en fait, c'est l'enlèvement parental. Et donc, voilà. Chiffres et tendances, donc 16% de disparition, et c'est la seule catégorie où il y a une répartition égale entre les garçons et les filles. C'est normal parce que tous les parents, il n'y a pas le genre des enfants, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. On a plus que 1000 cas par an, et ce sont des cas qui durent longtemps. Donc pour ça, on a toujours encore presque 200 cas en cours qui ne sont pas nouveaux. Donc, ce sont des cas qui restent ouverts parfois très longtemps. Les femmes, c'est la plupart des parents qui enlèvent leurs enfants. Les hommes, moins. Et donc, dans un quart des cas, les hotlines n'ont pas enregistré le genre. Donc, la plupart, c'est des femmes. L'enfant le plus jeune c'était un bébé, et le médian, ça dépend un peu du pays, c'est entre 1 et 12 ans. Donc, ce sont des enfants plutôt petits, école primaire ou secondaire, mais très jeunes, s'ils sont encore en secondaire. Ce qui est la catégorie la plus jeune aussi, entre toutes les catégories d'enfants disparus. Et voilà. On a des enlèvements parentaux entre les deux, donc parfois ce sont des internationaux, donc internationaux, mais il y a aussi beaucoup de lignes d'assistance qui trouvent qu'un autre enlèvement d'un parent entre les deux pays, c'est encore un enlèvement, donc il y a des différents cas. Et la plupart, c'est dans un pays. Facteurs déterminants, je ne vais pas parler trop longtemps. On a déjà parlé de l'impact négatif à long terme sur l'enfant, sur les parents, donc ce n'est pas nécessaire de rester. Nos projets ont tous un focus sur l'enfant. Donc la première étude qu'on a faite, c'était l'étude EVEL, déjà mentionnée par Tiana. Et c'était une étude où on a recherché le bien-être des enfants et des parents pendant et après l'abduction. L'enlèvement, pourquoi est-ce que... L'enlèvement, c'est pas bien traduit, mes excuses.
ce qu'on a trouvé là, et une des choses qu'on pensait que ça serait mieux pour l'enfant d'être entendu ou d'être écouté pendant le processus, ou bien par le juge, ou bien pendant la médiation. Mais on pensait que ça aurait le meilleur cas pour l'enfant. Et on a trouvé que ce n'était pas le cas. Donc, être écouté, ce n'est pas toujours le mieux pour l'enfant. Et ça dépend de comment ils sont écoutés. Et donc, ça, c'était le grand chose qu'on a trouvé dans cette étude-là. Puis, donc, dans l'étude Voice, l'étude qui a suivi, on a recherché sur la manière d'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant et comment l'écoute de l'enfant avait une place dans ce processus, comment est-ce que c'est fait. Puis le guide Include, c'était le troisième projet. On a cherché les bonnes pratiques pour les adultes, parents et les professionnels. Et on les a élaborés avec des enfants. C'est un guide qui est aussi traduit en français. Et donc, j'ai mis le lien. Je vais un peu vous montrer le guide plus tard. Et là, on a regardé quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner l'enfant pendant ce processus. Pour le moment, iCare, le projet iCare 1 et iCare 2 sont déjà mentionnés aussi. Enfants disparus joue un grand rôle dans ça. On a fait le développement des méthodologies de médiation inclusive des enfants. Ça, c'était le premier projet. Et maintenant, le deuxième projet de la prémédiation inclusive des enfants et maintenir le lien entre le parent et l'enfant, bien sûr, est très important dans ce processus de prémédiation. Donc voilà, cette version française en développement, j'avais dit, mais j'ai regardé, j'ai vu qu'il est ici, dans le hall. Je l'ai trouvé partout, donc il existe, voilà, il est là. Ça, c'est le guide de médiation et la méthodologie de prémédiation est en développement par Enfants disparus, donc je me réjouis. Nos ressources, on a aussi un site web qui propose des ressources pour les enfants et des parents. Le réseau de médiateurs familiaux transfrontaliers développé par Child Focus, Centrum ICO, le Center for International Child Abduction aux Pays-Bas, et puis MIC, déjà mentionné aussi. Ce réseau est repris par Missing Children Europe et c'est un réseau de médiateurs qui sont formés en cross-border mediation. Et donc voilà. Facile pour les lignes à avoir accès à un médiateur parce que nous aussi, on pense que la médiation, c'est une sorte de prévention de grands conflits et donc très important. Et finalement, le site Finding Home, c'est un site web développé par des universitaires en coopération avec des jeunes, Marilyn Freeman et ses collaboratrices. Et il y a sur le site web des informations, des ressources adaptées aux enfants, accessibles sur l'enlèvement international des enfants. Et donc voilà. Sur le poulailler, je voulais mentionner ceci. C'est le Conseil d'Europe à Strasbourg qui a développé une recommandation. Nous, on est dans le comité directoire des droits d'enfants. En fait, c'est votre CEO qui est là-dedans avec moi, où on échange, mais c'est surtout Sandrine qui est allée à ce comité directoire pour développer des recommandations sur la protection des droits et l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des procédures de séparation. Parce qu'on a vu, c'était Missing Children Europe qui leur avait dit, en fait, c'est un peu bizarre que c'est une procédure entre les parents et la personne qui a le plus à perdre dans cette procédure, c'est l'enfant. Il n'est pas dans ce processus. Et donc, c'est nécessaire d'avoir des recommandations pour comment écouter l'enfant là-dedans. Et donc, on a donné nos recommandations dont je vais parler. Et donc, c'était moi et Sandrine qui ont suivi ce comité. Et le travail est fini depuis il y a 1 an. Et c'était proposé le 28 mai de cette année. Donc, voilà. On fait aussi des entraînements pour les médiateurs. Et on a un la semaine prochaine. On parlera la semaine prochaine sur la violence et aussi sur la prémédiation et le rôle de l'enfant dans la prémédiation de l'iCare. Donc voilà.
vous pouvez vous enregistrer. Mais parlons de l'entretien EVEL. Donc, on fait des entretiens avec des enfants. L'âge moyen était 11 ans. Donc, presque 12 ans. Moitié garçon, moitié fille. Et on leur a demandé, d'après leur well-being, donc comment est-ce qu'ils se sentaient avant, pendant et après l'enlèvement. Et ici sont les trucs dont il parlait le plus. Donc, un manque de communication concernant la décision de retour et manque de préparation au retour. Donc, la même chose, c'est très, très important. L'aliénation parentale, donc les enfants qui ne peuvent pas aimer leurs autres parents. Dépression, émotions et comportements négatifs, des problèmes scolaires. Et souvent aussi le redoublement à cause de l'enlèvement, parce qu'ils ne connaissaient pas la langue, c'était un différent système scolaire. Ils changeaient 2 fois s'ils sont retournés. Des problèmes linguistiques, bien sûr, et sociaux liés aux problèmes linguistiques. Des problèmes de confiance en adultes, parce que s'ils ne savaient pas que l'enlèvement allait, ou le départ allait venir, pour eux, c'était aussi la confiance en adultes n'est plus là. Une certaine hostilité envers les parents qui les accueillent, mais en général, les enfants disaient tous, et Diane l'avait dit déjà, ils souhaitaient tous que leurs 2 parents restent proches, donc le contact avec les 2 parents. Et la majorité déclare qu'ils ont des bonnes relations avec le parent qui est resté sur place. La séparation avec les demi-frères et sœurs, ça c'était difficile pour eux. Parfois, ils avaient déjà des nouveaux sœurs ou frères et ça devient très difficile. Les frères et les sœurs sont très importants pour eux. Ce sont les seuls qui comprennent comment c'est pour eux. Et donc voilà, ce sont leurs peers, c'est très important. Les difficultés à communiquer sur l'événement, difficultés à expliquer à leurs amis, à leurs parents ou leur autre famille ou leurs professeurs à l'école, qu'est-ce que c'est un enlèvement, pourquoi est-ce que ça s'est passé, expliquer leur vie à leurs amis quand ils sont retournés, pourquoi est-ce qu'ils sont partis pour un certain temps, qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, on ne sait pas dans l'école où ils étaient, ils reviennent, ils ne savent pas comment expliquer qu'est-ce qui s'est passé sans parler négativement d'un de ses parents aussi. Là, c'est aussi l'attachement aux parents qui est difficile pour eux. Et la valeur ajoutée de soutien professionnel, c'était quelque chose qui revenait là, surtout pour les enfants, mais aussi pour les parents. Donc, la manque d'éducation, l'harcèlement, incompréhension de leur situation, j'ai déjà expliqué. Et surtout aussi qu'il est important d'avoir le contact avec leurs 2 parents. Et qu'eux, ils se devraient s'entendre et eux, ils devaient décider. Donc voilà, la responsabilité des adultes. Ça, c'est le guide Include et il est disponible encore en français online. Donc, le lien est là-dedans. Et on a choisi 5 domaines de bonnes pratiques. Forme d'interaction, comment est-ce que l'interaction est avec les adultes. La formation et le dialogue, donc les relations de confiance et d'affection, le soutien aux adultes et le respect des droits dans la procédure de retour. Je vais faire le focus sur les deux, la relation de confiance et soutien aux adultes. La forme d'interaction, donc il y avait l'objectif de tous ces domaines, mais les relations de confiance et d'affection, ça c'est pourquoi les enfants et les jeunes s'entendent en sécurité, intégrés, impliqués. Ça c'est le lien avec les parents bien sûr. Et le soutien aux adultes, c'est aussi pour avoir un réseau solide et en toute sécurité. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que les enfants ont dit là, les relations de confiance et d'affection. Éviter l'aliénation, comment, c'est l'autre chose, même si les parents sont séparés. Après un abus de confiance, rétablir la relation avec les enfants et les jeunes.
Et pour les adultes, reconnaître ses erreurs. L'importance de parler aux enfants et reconnaître les erreurs qu'on a faites. Éviter à tout moment que les enfants et les jeunes aient à faire un choix entre les deux parents. Donc, ce n'est pas à eux de décider, on sait ça, mais éviter de séparer les frères et les sœurs, parler des sentiments difficiles provoqués par l'instabilité de l'environnement et assurer une stabilité suffisante pour les enfants dans les situations difficiles. Et voilà. Ici, on a divisé, donc le guide est divisé en deux couleurs. Ça, ce sont les couleurs pour les professionnels. Et ça, c'est les couleurs pour tous les adultes, donc aussi pour les parents. Et encore la même chose, éviter l'éloignement, reconnaître les erreurs, pas faire les choix. Donc, ça répète un peu. Et voilà, vous pouvez lire, je ne vais pas les lire tous, mais le guide a pour chaque enjeu une liste de trucs à avoir un peu, les recommandations à faire pour les adultes. Et maintenant, je ne sais plus lire. Merci. Voilà. Éviter le sentiment de culpabilité concernant la dynamique familiale, par exemple en rassurant explicitement l'enfant qu'ils ne sont pas responsables. C'est aussi encore un important. Parce que souvent, les enfants pensent qu'ils ont la responsabilité. Voilà. Ici, pour les professionnels, dans ce cadre, encourager les parents à considérer les règlements alternatifs. Et c'est quelque chose que je pense que Tiana avait déjà dit aussi. Tout le monde doit être dans ce cadre d'éviter le conflit et que le conflit devient plus grand. Et donc voilà, ça sont tous des trucs ici pour les adultes. Je vais aussi partager avec vous encore quelque chose d'autre dont Tiana avait déjà parlé. Il y avait un meeting pour les experts à Londres cet été. Et pour cet endroit, j'avais collectionné entre des enfants disparus, de Child Focus, de nos membres pas en Angleterre, aux Pays-Bas et au Finlande, qui font tous beaucoup avec des enfants et avec les parents après les enlèvements, qui sont tous un peu spécialisés dans ce sujet. Collectionner les bonnes pratiques et les recommandations pour, comment on dit, aftercare, donc après un enlèvement. Et ceci sont les recommandations que vous tous avez faites. Donc, le suivi commence par une bonne décision judiciaire ou une bonne communication à propos de cette décision. Donc, voilà, il faut y avoir un cadre fixe, déjà mentionné, mais c'est très important. Préparer les parents laissés pour compte au retour, déjà mentionné aussi. Et le rôle de ligne dans ça, donc c'est déjà expliqué. Se préparer à aider l'enfant dès son retour, donc supprimer l'obstacle qui empêche les services sociaux d'intervenir immédiatement après la décision. Ça, c'était quelque chose qui venait de, je pense, de la Belgique, que ça dure parfois un petit temps, après l'enfant est arrivé, que les services sociaux sont là pour l'aider. Donner la priorité au contact avec les deux parents, déjà dit aussi, évaluer les risques et prévenir un nouvel enlèvement, donc la prévention tertiaire en fait. Les obstacles administratifs, la coordination et l'orientation, donc une bonne pratique qui existe parfois dans des endroits en Belgique, un famille, un plan et un coordinateur, donc la coordination parentale. Pour nous, et c'est ce que Missing Children Europe fait, financer les lignes d'assistance pour qu'ils soient gérés par des experts qui connaissent ce sujet, parce que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette expérience et cette expertise. Financer les services organisés d'entraide par les pairs, et bien, financer et rendre facilement accessibles les services d'aide professionnelle spécialisés pour les enfants aussi. Donc, la ligne d'aide d'assistance pour les enfants, 116 000, non, c'est pas 116 000, mais avec le 1 là. Et des psychologues pour les enfants aussi. Et voilà. Voilà. Oui. Chez nous, c'est différent aussi, en Belgique. Mais enfin, si vous choisissez ce ligne, ça arrive chez l'autre. Les lacunes, là, il y en a beaucoup.
Mais ici, il s'agit de tout. Donc, pas seulement après l'enlèvement. Ici, c'est la liste de toutes les lacunes qu'il existe. Et voilà nos recommandations pour tout. Je vais finir avec ça. Donc, la recherche, conseil, information sur la prévention, très important. Promouvoir et investir dans la médiation inclusive des enfants, bien fait, comme il faut, avec des enfants, s'ils veulent. Surtout aussi des politiques transnationales plus favorables à la famille. On est dans un projet de recherche qui montre aussi que les politiques familiaux ne sont pas très favorables pour des familles internationaux. Et donc voilà, c'est un problème qu'on peut résoudre. Écouter les enfants dans le programme d'études des juges. Donc comment écouter les enfants devrait être dans leur programme d'études. Médiation devrait être dans le programme d'études juridiques. Et éviter le conflit devrait être dans le programme d'études juridiques. Des critères de qualité pour la médiation internationale et inclusive des enfants. Là, on n'a pas ça, surtout pas sur les critères de qualité pour la médiation inclusive des enfants. Sur la médiation internationale, Child Focus avait déjà fait un projet il y a 15 ans, je pense. Mais inclusive des enfants, ça n'existe pas encore. Formation et conseil sur l'évaluation des preuves dans les affaires de violence domestique. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça maintenant, mais le premier table ronde parlait de ça déjà. La mise en œuvre cohérente à la convention et du règlement, donc ça c'est quelque chose. Et investir dans un soutien au long terme pour les enfants et les parents, donc j'ai déjà dit. Et pas oublier, ratification des conventions de la Haye, les deux, dans tous les pays. Parce que, il y a encore beaucoup de... Là, ce sont les grands problèmes. Donc voilà. Beaucoup à faire. Ça, c'est notre liste de travail pour les années prochaines. Voilà. Merci beaucoup, Ré, pour toutes ces précisions. Merci à toutes les trois. Peut-être important de dire quand même, du coup, que sur l'ensemble de ces... avant de laisser place aux questions, bien sûr, dans la salle, qu'on a quand même beaucoup parlé de la médiation familiale comme outil, des enjeux, qu'est-ce qui se passe pour le parent et pour l'enfant dans le cadre des enlèvements parentaux, pendant, après, de l'accompagnement avec les lignes, comme effectivement celles qui sont proposées par les 116 000 pour l'accompagnement pendant la disparition, pour la reprise de liens. Mais on a beaucoup entendu sur les tables rondes aussi ce que demandent les enfants. Et ce que demandent les enfants après, quand l'épisode est passé, c'est le bilan un peu qu'ils en font. Et c'est quand même que, oui, ils veulent être écoutés, mais à aucun moment, ils veulent qu'on leur demande de prendre des décisions pour eux-mêmes. Parce que ces décisions, elles sont souvent pas libres en fait de réflexion et qu'elles découlent un peu de ce qu'ils ont vécu pendant cet enlèvement parental. Et donc c'est important de remettre ça quand même au cœur, je pense, du débat, du thème. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos trois intervenantes ? Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut bien ? Merci. Moi, j'avais une question par rapport aux enfants qui ont grandi. Au Canada, je crois que c'est au Canada, il y a eu une étude sur des enfants devenus adultes qui ont été donc victimes d'enlèvement d'enfants et qui témoignaient de ce qu'ils avaient vécu. Ma petite expérience d'avocat et d'associatif aussi avant, on a rencontré des jeunes qui sont revenus à 18 ans, 19 ans, qui vont au consulat de France, ils disent moi je suis français, je rentre chez ma mère ou chez mon père, pour faire très simple. Est-ce que vous avez du recul maintenant, parce que ça fait quand même, c'est une vieille convention, vous avez beaucoup d'expériences associatives, est-ce que vous avez voulu recueillir le témoignage de ces enfants enlevés devenus adultes ? Je pense que ce serait intéressant de confronter leurs ressentis, leur vécu, leur traumatisme, pour les nouveaux parents qui pourraient avoir des velléités d'enlèvement. Et donc, c'est difficile. Mais je pense que Marilyn Freeman, professeure en Angleterre, à Londres, elle est en train de faire une étude comme ça, pour avoir les expériences à long terme. Et elle demande, donc ça sera
un de nos newsletters, donc pour demander à tous les enfants disparus, toutes les lignes d'assistance, de contacter. Mais ce n'est pas facile, parce que je sais, par exemple, en France, après 2 ans, le cas est fermé. Quand il y a plus d'assistance active à cause du GDPR, ça disparaît. Donc, et aussi, l'éthique n'est pas très facile parce que nous, les lignes d'assistance, ils font de l'assistance sur demande. Le parent qui appelle, c'est souvent les parents chez nous, pas les enfants qui appellent. C'est la plupart, je ne sais pas, je pense qu'en France, mais dans tous les cas chez nous, c'est surtout le parent laissé qui appelle. Et donc, c'est souvent pas le parent qui a l'enfant. Nous, on n'a pas tellement de contact direct avec les enfants. Je sais que vous avez une groupe psychologique, je pense à Finlande aussi. Et une des bonnes pratiques, ils ont un camp pour les enfants qui ont vécu ça. Et ils ont un camp pendant 1 semaine avec tout le monde, les leaders, les enfants là, ils ont tous cette expérience. Ça marche très bien. Ils font ça chaque année. En Amérique, on a ça aussi. Donc, ça existe, mais ce sont des différentes associations. Donc, et pas tout le monde fait ça. Donc, c'est très difficile d'avoir une grande recherche. Mais ça existe, ça devrait être là. Parfois, il y a des enfants devenus adultes qui parlent de ça, qui écrivent un livre. Donc, nous, on a aussi, je n'ai pas mentionné, mais on a un conseil de jeunes qui nous conseillent, qui ont tous l'expérience d'avoir disparu à un certain moment pour différentes raisons. Il y a une femme finlandaise qui a disparu avec son père. Son père l'a enlevée. Elle est trouvée à la fin au Canada et elle est en train d'écrire un livre sur cette expérience. Aux Pays-Bas aussi, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, un journaliste qui est, à ce moment-là, notre membre aux Pays-Bas a eu beaucoup d'attention et c'était vraiment du awareness raising, comment dire. Donc ça, mais ce sont des histoires individuelles, surtout. D'avoir une grande recherche, c'est tellement difficile. Et je sais que les chercheurs en Angleterre, ils m'appellent chaque mois ils me disent, mais est-ce que tu ne peux pas rien faire? Mais c'est très, très, très difficile. Ouais. Voilà. Il y a 2 semaines, on était sur une conférence à Bruxelles où on avait des retours d'expérience sur la question de l'inclusion des enfants dans les médiations familiales internationales notamment, et donc dans le cadre du projet iCare 2 qu'on mène avec le SSI et donc d'autres pays. Et on a eu le retour notamment de MIC, donc en Allemagne, où ils ont des groupes de parole, et notamment des groupes de parole avec des adultes qui ont vécu l'enlèvement parental, et qui ont fait des retours, et donc et en fait de là ils ont alors je n'ai plus le nom du site. Alors c'est pas une étude, en tout cas c'est la base d'une étude. De ce que j'ai compris, il y a une chercheuse qui va se pencher dessus, qui est italienne. Je n'ai plus son nom. Elle était avec nous à Bruxelles. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai très mauvaise mémoire des prénoms. Même mes sœurs, parfois, j'ai du mal pour vous dire. Donc, je ne l'ai plus là comme ça. Mais l'idée, c'est qu'elle veut justement pouvoir se pencher dessus pour pouvoir avoir aussi ce retour d'expérience de l'impact que ça a, même sur la psyché de ces adultes aujourd'hui, dans leur vie de tous les jours, et pour ceux qui ont peut-être des enfants, des familles, etc. aujourd'hui, de l'impact que ça a pour eux. Parce que ils ont pas mal. Elle nous a notamment partagé le témoignage d'une jeune fille qui parlait de à quel point ça avait été violent pour elle de partir en Inde, et finalement, décision de retour, elle se retrouve en Allemagne, alors qu'en Inde, elle avait commencé à parler la langue, à avoir certaines habitudes, etc. Elle revient en Allemagne,
plus personne ne lui ressemble, personne ne parle la même langue, il n'y a plus les mêmes habitudes, elle ne mange plus les mêmes choses, et à quel point ça a été difficile pour elle de recréer une relation tout simplement avec son parent, parce que c'était devenu presque un inconnu pour elle, en fait. Et donc, il y a beaucoup de témoignages comme ça dans ce qu'ils nous partageaient et qui est accessible. Mais je ne l'ai plus comme ça en tête, mais je pense que sur leur site internet, ou m'envoyer un petit message et je vous retransmets ça. Mais voilà, effectivement, il n'y a pas d'études en tant que telle, en tout cas pas à ma connaissance non plus. Je ne sais pas si toi tu as plus d'infos dessus. Juste pour rebondir un tout petit peu par rapport à votre question sur notre expérience, nous, au 116 000, pour parler du côté français, je rejoins Arrêt, c'est-à-dire que nous, on est saisi la plupart du temps par le parent qui est victime, évidemment. Le dossier peut être fermé à tout moment à la demande de la personne qui l'a ouverte, ou en cas d'échec des procédures, si il y a une décision de justice qui intervient fermement, enfin en dernier recours, et que même si elle n'est pas favorable à la personne qui nous avait contacté, ce qui n'empêche pas la poursuite d'un soutien, du maintien du soutien et de justement cette recherche quand même du maintien de la place du parent malgré une relation inexistante. Mais c'est vrai qu'on a rarement, dans ces situations qui durent très longtemps, on a rarement finalement le retour de cet enfant devenu la plupart du temps adulte, voire bien adulte. On a eu lors de notre dernier colloque le témoignage d'une jeune fille, d'une jeune majeure, qui nous racontait, elle était victime d'enlèvement parental de la part de son père pendant de nombreuses années, avec des déplacements multiples, des ruptures, multiples, qui l'ont beaucoup abîmée en tant que personne. Et elle était venue en témoigner, donc ça c'est un témoignage, je pense qu'on peut retrouver, qui était intéressant, mais c'est vrai que c'est pas le plus souvent. Nous, dans les retours qu'on peut travailler en temps réel, j'ai envie de dire, c'est plus des jeunes enfants. Donc, ils sont pas encore à même, d'avoir ni de recul, évidemment, ni de témoignages probants qui peuvent nous amener à comprendre ça. Pour l'instant, ce qu'on a plus, c'est voilà les retours de ces enfants qui disent voilà ce qu'on peut supporter, voilà ce qu'on peut pas supporter à l'instant T. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, c'est effectivement très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos interventions. En fait, moi, je suis venue parce que j'espérais entendre le mot spiritualité, parce que dans les parents qui font des enlèvements d'enfants, il peut y avoir un parent spirituel, engagé dans une démarche spirituelle, un groupe qu'on pourrait définir sectaire, ou en tous les cas qui cause des préjudices dans les familles. Et je me suis posé la question, est-ce que vous identifiez cette motivation dans les enlèvements parentaux, et est-ce que, si c'est le cas, vous constatez une recrudescence ? Merci. Alors du coup, juste pour être sûr d'avoir bien compris la question, ce serait plutôt des enlèvements parentaux dans le cadre de mouvements sectaires, avec une volonté pour le parent aliénant de partir avec l'enfant, pour une rupture de la société même. Pas forcément, mais en tout cas, dans leurs convictions, voilà. En fait, ces parents sont envahis par une réalité spirituelle et ils rejoignent leur groupe, leur organisation, qui peut être une organisation internationale, qui a un centre dans un pays, une filiale en France, et le parent fait un choix de vie. Il choisit sa réalité spirituelle et il enlève son enfant. Merci. Alors, d'un point de vue plus global, je vais demander à Arrêt si on a des chiffres, si ça vous parle de ce type de chiffres. Nous, en tout cas, au 116 000, France, on n'a pas de recrudescence particulière par rapport à ces situations-là, en tout cas. Chez nous, pas non plus, mais on a les femmes et enfants ISIS. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même, le recrutement là. Souvent, ce sont des femmes qui vont et qui ont leurs enfants là. Donc, mais ce sont des enfants qui ont parfois la nationalité d'ici et qu'on veut sauver, en tout cas. Donc là, oui. Mais pas vraiment dans le cadre d'un enlèvement international, pas tellement. Il y en a, mais pas beaucoup. Je ne sais pas si je vais vraiment répondre à votre question, mais ça me fait penser à un cas que on a actuellement plus ou moins, où cette question se pose, mais alors je ne peux pas vraiment vous en dire plus, mais concrètement, c'est un enlèvement de la France vers le Gabon que moi j'ai au niveau de la prémédiation au départ,
Et l'une des choses qui est dite, c'est, ça fait sourire certaines de mes collègues parce que c'est un dossier qui revient beaucoup en ce moment, et notamment ce qui est dit par madame, c'est que monsieur ne veut pas que madame soit en contact avec leur enfant parce qu'elle doit d'abord se faire délivrer et parce qu'elle est possédée et effectivement elle a pu me parler de sa religion et le fait que effectivement, dans sa religion, il y a certaines choses qui ne se font pas. Par exemple, fêter les anniversaires, être opéré, ce genre de choses, etc. Et donc, que ça ferait partie des raisons pour lesquelles monsieur aurait enlevé l'enfant. Après, moi, je n'ai pas, pour l'instant, été en contact avec monsieur. Je ne sais pas si je le serai un jour. Mais en tout cas... Voilà, en tout cas, pour répondre un peu, apporter un élément de réponse, ça peut être effectivement un élément qui justifie en fait le fait qu'un parent estime devoir protéger peut-être son enfant du fait de la religion de l'autre. Oui, moi je ne sais pas si je vais répondre non plus à la question, mais il y a plusieurs distinctions à faire. Qu'est-ce qu'on comprend par spirituel, qu'est-ce qu'on comprend pas? Bon, sectaire, bien évidemment, on comprend, mais après, qu'est-ce qui est aussi de la différence culturelle et qu'est-ce qui est de l'ordre d'une psychopathologie et quelque chose qui pourrait vraiment mettre en danger les enfants. Donc, pour moi, c'est une question qui reste assez floue. En tout cas, moi, je n'ai pas eu trop de situations... de cet ordre-là. En tout cas, je ne trouve pas une recrudescence dans ces situations. Mais je pense que c'est important de l'avoir en tête, d'avoir en tête vraiment, je me dis, des postures éthiques aussi, de se dire, mais en quel moment, comment on pense ces genres de situations aussi et quel est le discours du parent, effectivement, derrière tout ça. Parce que des fois aussi, c'est un peu... comment dire, des discours qui vont masquer d'autres choses, d'autres rivalités, d'autres conflits, on va dire. Voilà. Merci. On va peut-être juste prendre une dernière question pour... On a encore un peu le temps? Bon, super. Alors, on va prendre une question. Julien, tu voulais intervenir? Je me présente, je suis Julien Landuro, je travaille aussi pour le 116 000 enfants disparus. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce qu'il faut bien avoir en tête, si ça existe, ça reste extrêmement marginal. Et que ce n'est pas du tout la majorité des dossiers qu'on traite tout au long de l'année. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que les études, en tout cas les chiffres qui nous reviennent soit du point de vue de nos dossiers, soit du ministère de l'Intérieur, ça montre que, en fait, dans plus de la moitié des cas, et très largement plus de la moitié des cas, ce qui motive l'enlèvement parental, c'est un conflit parental. Et que l'enfant devient l'objet de ce conflit parental. Et après, il peut y avoir des choses très marginales, effectivement, qui soit relèvent effectivement d'adhésion spirituelle ou autre, ou de psychopathologie, mais en fait, c'est très très marginal et c'est ça, enfin, ça ne définirait pas le phénomène des enlèvements parentaux à l'échelle globale. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la question précédente, donc sur la question des majeurs. Tu parlais de la jeune fille qui était intervenue lors de notre précédent colloque, juste pour préciser à madame qui avait posé la question que ce témoignage, il est visionnable sur la chaîne YouTube du 116 000 enfants disparus, si vous voulez aller le voir. Que parfois sur les réseaux sociaux, on a des jeunes qui auparavant ont été enlevés ou disent avoir été enlevés par leurs parents. Je dis bien 10 parce qu'en fait, c'est souvent des dossiers qu'on n'a pas traités. Donc on n'a pas forcément de véracité par rapport à ça. C'est toujours très compliqué de savoir ce qu'on fait de ce genre de témoignage quand on ne connaît pas les personnes. Mais parfois, il y a ces gens qui nous contactent spontanément pour nous dire qu'ils ont été enlevés par leurs parents étant plus jeunes, que ça a réveillé tout un tas de choses chez eux et elles, et qu'ils souhaiteraient pouvoir témoigner, notamment si des journalistes souhaitent faire des travaux sur cette question. Et je voulais juste profiter de cette question pour parler d'une chose et rebondir sur une chose qu'a dit Samia, parce qu'en fait, la question des 18 ans, ou en tout cas de la majorité selon les pays, lorsqu'il s'agit de disparition d'enfants, c'est un enjeu très important à la fois du côté des parents et des enfants, que ce soit dans le cadre d'enlèvements parentaux ou de disparition en général. On se rend compte que même pour des disparitions inquiétantes, où là il peut s'agir de fugues qui ont duré dans le temps, on ne sait plus trop où est l'enfant, on sait que potentiellement il se trouve avec des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés, il y a toujours quelque chose qui se passe au moment des 18 ans où le parent a un espoir que justement
cette barre fatigue des 18 ans et la majorité de l'enfant, créer quelque chose qui permette son retour. Et effectivement, dans certains cas, ça peut se passer. Et c'est aussi pour ça, quand Alejandra, tu parlais tout à l'heure de la nécessité de laisser une trace, parmi les parents qui sont accompagnés pour des questions d'enlèvement parentaux, on sent que beaucoup, quand on est à plusieurs années d'enlèvement parentaux, travaillent surtout sur la trace qu'ils vont laisser à leur enfant si un jour ils cherchent à savoir ce qui s'est passé dans leur histoire, et notamment après qu'ils soient devenus majeurs. Et donc, je pense notamment à des pères qu'on accompagne, où là, ça fait bientôt 10 ans que leur enfant a été enlevé, et en fait, qui aujourd'hui essayent de multiplier les prises de parole en public, les déclarations, les livres, etc., pour que si un jour leur enfant effectivement fassent des recherches sur eux et elles, se disent finalement il m'a cherché, finalement il s'est passé quelque chose et je n'ai pas été complètement abandonné, ou peut-être que l'histoire qu'on m'a racontée n'était pas forcément la vraie, ou en tout cas pas pleine et entière. Bonjour, je suis travailleuse sociale à l'ASE et du coup on fait souvent majoritairement face à des parents qui sont en désaccord avec les mesures de placement de leurs enfants. Et des fois, ils peuvent nous dire qu'ils vont venir voler les enfants dans les foyers. Ou alors, s'ils ne le disent pas directement, il y a des éléments qui nous inquiètent énormément sur des suspicions et des craintes d'enlèvement des enfants. Et je voulais savoir s'il y avait des outils, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter ça. Et j'avais une deuxième question. C'est une situation dont j'ai la référence. C'est un couple de parents qui a enlevé 2 de leurs enfants qui étaient déjà placés. Et aujourd'hui, les enfants continuent à être placés du coup en France. Et en fait, on n'arrive pas à travailler avec eux ce kidnapping là qui a eu lieu. Est-ce que vous avez des outils ou des billes pour comment travailler ça avec eux? Les enfants sont chez les parents là actuellement? Non, ils sont placés. D'accord. Alors j'ai envie de dire médiation familiale. Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, s'ils sont placés, c'est qu'il y a un juge des enfants, j'imagine, qui est saisi. Le juge des enfants, aujourd'hui, il a la possibilité de prononcer en tout cas dans ses ordonnances, de conseiller, parce que en fonction de là où ils vont aller faire de la médiation, si c'est plus que conseiller, ça ne pourra pas être pris en charge, notamment dans les lieux qui sont conventionnés. Donc si c'est des personnes qui ont plus besoin d'être dans un lieu conventionné, dans ce cas, le juge des enfants, il peut conseiller à ce que ces personnes fassent de la médiation familiale. Donc il ne peut pas l'ordonner. Et ensuite, après, ça peut se travailler avec les éducateurs. Moi, je sais que je suis notamment, par exemple, basée dans le 91 aussi. Et je travaille beaucoup avec le SSE du 91, et on le travaille avec les éducateurs. Comment faire venir les personnes en médiation, comment travailler avec eux ce qu'ils vivent de leur situation et quel impact ça a et sur eux et sur leurs enfants. Et ensuite de voir avec eux, quand c'est possible ou pas, d'accueillir l'enfant aussi dans le cadre de la médiation de leurs parents. Mais la médiation, ça peut être déjà une étape, même parfois juste l'entretien d'information, parfois l'entretien préalable, ce que je disais tout à l'heure. Souvent, ça aide à clarifier où on en est, notamment à pouvoir poser l'injustice qu'on estime être en train de vivre. Parce que ces parents qui se retrouvent avec des enfants placés, en tout cas pour ceux que moi j'ai eu à recevoir, souvent ça remet en question aussi leur identité, de ce qu'ils imaginaient être le père qu'ils imaginaient être ou la mère qu'ils imaginaient être, et en face on leur envoie qui sont incompétents au final dans cet imaginaire qu'ils pouvaient avoir. Et donc c'est de pouvoir travailler aussi au-delà de leur coparentalité, mais juste leur parentalité, déjà en tant que telle, dans où est-ce qu'ils se projettent, et le rôle que vous pouvez avoir aussi, vous, au niveau de l'ASE, au niveau éducateur, au niveau... parce qu'au final, ils sont embarqués dans tout ce process
où ils sont plus réellement ceux qui prennent les décisions pour leurs enfants, et tout de même, ils sont quand même appelés les parents de ces enfants-là. Donc, la médiation, ça peut être un premier pas vers ça. Après, est-ce que la thérapie familiale, c'est quelque chose qu'ils ont déjà tenté, quelque chose à quoi ils ont été ouverts ou pas? Ça peut être aussi ça par la suite, mais dans ce cas, ce sera plus à ma collègue de vous en dire plus là-dessus. Mais dans ce cadre, ou même l'accompagnement à la parentalité, ça peut être des billes qui peuvent être intéressantes pour eux, se projeter différemment que dans ce dans quoi ils sont actuellement. Oui, je me demandais, en fait, de ce que j'entends, il y a eu un gros refus, en tout cas, de cette décision du juge de placement. Donc, je me dis, et ils ne sont pas pu, comment dire, travailler dans un premier temps, effectivement, on va dire, les motifs, les raisons pour lesquelles leurs enfants ont été placés. Donc je me dis que peut-être d'une certaine façon, ils sont quand même dans le déni de leurs problématiques. Bien sûr, il y a tous les côtés où on va parler effectivement de leur place des parents, mais moi je pense plutôt aux enfants, et que le travail est plutôt axé vers les enfants, effectivement, pour pouvoir l'expliquer. Pourquoi ils se trouvent dans cette situation, pourquoi ils sont placés, pourquoi les juges ont dû décider. Moi, je n'ai aucune idée de quel âge ils sont. Et donc, c'est très difficile, je me dis, de répondre. Mais je me dis, effectivement, pour moi, la grande question, c'est celle-ci, non, de pouvoir, comment dire, protéger les enfants, mais en leur expliquant ce qui se passe. Non, moi, ça me fait penser à quand j'avais travaillé dans des lieux de visite médiatisés, non. Des fois, face à des parents d'un registre psychopathologique quand même un peu lourd, tout le travail, c'est vraiment d'accompagner l'enfant à se dire que aussi, c'est son parent, et vice-versa, non, de comment est-ce que le parent peut faire face à cette... comment dire, à cette mise... c'est vécu comme ça, je pense, cette mise à l'écart de leur parentalité, mais en même temps, à quel point ils peuvent rester investis si, effectivement, juste c'est des suppositions, hein, c'est que je me dis, mais si par exemple ils ont des mouvements de colère envers vous, je me dis, à quel point c'est possible de travailler. Je me dis, il faut effectivement aussi un peu tenir bon. Des fois, je me dis, face à des personnes qui ne vont pas bien, non, essayer de mettre des mots pour que les enfants puissent vraiment se réapproprier un peu de la situation qu'ils ont dû vivre, parce que ils ne peuvent pas choisir les parents, non? Et peut-être juste une dernière chose, parce que vous avez dit on n'arrive pas à parler du kidnapping avec eux, ou de cet acte qu'ils ont pu faire. Ça me fait penser à des cas en médiation. On est vraiment sur de la protection parce qu'il y a eu de la violence par un des nouveaux conjoints, par exemple, que j'ai pu recevoir en médiation. Et parler de l'acte en lui-même, enfin l'acte de violence, ou en tout cas le fait qu'à un moment ils sont défaillants à protéger leurs enfants, c'est jamais la première chose qu'on peut travailler avec eux. C'est vraiment un travail en entonnoir, un moment qui est à mettre en place. Mais ça me fait penser aux cas d'enlèvement parentaux. Au final, on est un peu dans la même chose, où on est d'abord sur... On travaille d'abord sur le plus large et le plus facilement accessible pour eux. Je vois la place de parent d'abord. C'est quoi être un parent ? Qu'est-ce qu'un parent pour un enfant? Qu'est-ce qu'on est censé faire pour un enfant? C'est quoi les besoins d'un enfant? C'est quoi mes besoins en tant que parent? Et à partir de là, pouvoir redescendre sur, au fur et à mesure, la famille elle-même, et ensuite pouvoir aller vers la situation pour ensuite commencer à toucher du doigt la question du kidnapping en tant que tel. Mais ça veut dire prendre le temps de pouvoir le faire, quoi. Et je sais que vous n'avez pas obligatoirement beaucoup de temps pour ça, mais c'est encore des questions de temps au final dans ce type de situation. En tout cas, c'est ce à quoi ça me faisait penser en plus. Alors, est-ce qu'il y a encore une question ?
Je voulais revenir sur ce qu'a dit Ludivine déjà. Dans un premier temps, me poser la question, en fait, ce qui est considéré en France comme étant une violence, ces personnes, peut-être, elles l'ont connu à l'étranger et c'était juste une méthode éducative pour eux. Donc, ils ne considèrent pas que s'ils ont été violents avec leurs enfants, c'est vraiment de la violence, mais pour eux, c'est un moyen d'éduquer leurs enfants. Donc, il peut y avoir aussi des différences culturelles sur comment les choses sont interprétées. Nous, c'est ce qu'on a constaté dans nos dossiers. La deuxième chose, c'est de revenir sur le terme enlèvement parental, parce que dans l'imaginaire des gens, en fait, un parent ne peut pas enlever son enfant. Donc pour eux, leur dire, voilà, ce que vous avez fait, c'est répréhensible, vous avez enlevé votre enfant, pour eux, on ne peut pas enlever un enfant, puisque c'est leur propre enfant. Donc c'est aussi une perception différente de leur rôle, en fait, en tant que parents. Donc ça peut être des pistes de réflexion aussi. Oui, alors pour rejoindre Faiza et mes collègues sur cette question-là, au tout début de votre question, il y a des menaces un peu de nouvelles soustractions, en fait, de nouveaux départs. Nous, c'est vrai qu'au 116 000, on a fréquemment des parents dont les enfants ont été placés. Ce matin, sur une des tables rondes, on expliquait comment une exécution forcée, mais y compris dans le cadre d'un placement, peut se passer. C'est parfois extrêmement violent, surtout quand le parent a potentiellement une grande fragilité psychique, une souffrance qui fait qu'en plus il est un peu en décalé sur ce qui se passe dans la situation. Et du coup, quand ils nous appellent, pour eux, leur enfant a été enlevé par des gens, juste par des gens et des faux policiers qui sont venus chez eux. Ça peut être ça aussi, une espèce de distanciation comme ça avec la scène, avec ce qui s'est passé. Donc effectivement, Faiza a raison de dire, pour eux, c'est leur enfant, donc à partir du moment où des gens qui ne connaissent pas les ont pris, c'est un enlèvement. Et on a, dans les faits divers qui peuvent se produire, pour les rares alertes enlèvement, puisqu'il y a quand même ce dispositif qui existe, mais dans les alertes enlèvement, on est quasiment une fois sur deux on est toujours d'ailleurs sur un enlèvement parental finalement, avec un risque pour la vie de l'enfant. C'est pour ça que ça fait l'objet de la diffusion de cette alerte-là, qui correspond à des critères bien précis, dont la mise en danger. Mais ça existe. On sait que ce passage à l'acte-là est possible. Après, tout va dépendre du stade aussi où vous en êtes de l'accompagnement, de l'âge des enfants, de leur niveau de compréhension. Mais là, on sort du thème un peu, mais quand même d'une manière générale, il faut bien dire que pour qu'un placement, une mesure de placement, il y ait une adhésion minimum des enfants, il faut qu'il y en ait une aussi des parents. Puisque c'est le même conflit de loyauté finalement, le placement et la séparation de papa et maman, ou peu importe la configuration familiale, mais c'est la même chose, c'est-à-dire comment l'enfant il peut accepter son placement, puisque là on parle de placement, si ça vient faire une grande violence à son parent ou à ses parents, et donc une incapacité d'adhérer à ce placement. Donc en fait, finalement, on en revient toujours au même, c'est qu'il faut travailler avec les parents. Si on arrive à avoir un minimum d'adhésion et de confiance de la part des parents sur ce qu'on va, de la manière dont on va s'occuper des enfants pendant le laps de temps où il est considéré qu'ils ne peuvent pas le faire, sans porter de jugement, on va permettre à ce parent d'être un peu apaisé, de retrouver sa place de parent, et du coup de dire à son enfant, c'est ok, c'est sécure, tu peux te permettre d'aller bien et de profiter, entre guillemets, de ce qui peut être proposé à ce moment-là. Mais c'est un travail de toute façon sur le long terme, et c'est vrai qu'en protection de l'enfance, pendant longtemps, on ne l'a pas fait, en tout cas pas fait suffisamment, et pas seulement par manque de volonté, mais aussi par manque de moyens humains, parce que pour ça, il faut avoir du temps. Concrètement, on devrait avoir du temps pour passer du temps avec les familles, passer du temps avec les parents, et même parfois rencontrer la famille élargie, pour que l'enfant, qu'on puisse comprendre quel est son vrai milieu de vie, de quoi il a besoin, qui sont les personnes ressources autour de lui. Et ça, malheureusement, on a rarement suffisamment le temps de le mettre en pratique, mais ça pourrait éviter des situations de non-adhésion au placement, voire de soustraction des enfants placés par les parents. Et même dans des cas sans psychopathologie, je pense. Y a-t-il d'autres questions? Non, on va pouvoir du coup clôturer. Je remercie beaucoup mes trois intervenantes pour leurs interventions, et à vous tous pour votre présence, bien sûr, et vos questions qui nous ont permis d'enrichir le débat.
Merci. Là, c'est fort. Merci à toutes et à tous d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir écouté les différents échanges qu'on a eus. Il y a plein de sujets qui sont revenus quand même tout autour de la journée. Je pense que quand même, j'ai dit ce matin que c'était une niche et on le voit bien, il y a peu de professionnels qui s'intéressent quand même à ces questions-là parce qu'aussi on a vu aujourd'hui la complexité à travers les différents, que ce soit sur la prévention, sur l'exécution et même là sur l'accompagnement. On a pu voir quand même que c'était assez complexe et qu'on est tiré des fils d'un petit peu partout. Ce matin, on est même parti au niveau du droit administratif par rapport à la migration. On est parti sur les violences, on est parti sur plein de choses. Là, on vient de terminer. Alors, oui, en lien avec l'ASE, mais il y a aussi, je pense, un travail qui peut être fait. Alors là, on a digressé un petit peu sur la fin, mais il y a aussi un travail qui peut être fait pour prévenir les enlèvements parentaux des enfants qui bénéficient, enfin, qui ont des mesures de protection au sein de l'ASE aussi, type des mesures d'AEMO, où on peut travailler avec les familles pour éviter des enlèvements parentaux dans le futur. Donc il y a quand même pas mal de choses. Je vais faire synthétique sur ce que j'ai retenu dans la journée. Il y a plein de choses. Déjà, la nécessité d'étudier et de comprendre les causes des enlèvements parentaux. Il y en a plein. On a vu qu'elles venaient de plein de parts et d'autres. Et pour pouvoir agir en prévention, et on a parlé d'agir très, très, très en amont. Ce matin, on est même allé très en amont. Donc ça, c'est important de pouvoir penser ça. L'importance d'avoir un espace pour apaiser le conflit. Et cet espace-là, il est nécessaire, on l'a vu, en prévention, en exécution et aussi en accompagnement. C'est revenu quand même à plusieurs reprises. Donc oui, on parle des conventions, on parle de tous les règlements, de la place des avocats, des magistrats, mais on a aussi beaucoup parlé de médiation et de tout mode de résolution des conflits qui existent. Il y en a des nouveaux qui se développent, ils peuvent être complémentaires. Donc je pense que ça, c'est assez important en fait à ce niveau-là. Et puis on a beaucoup parlé des besoins de l'enfant et sa place. On a parlé de l'audition, la parole de l'enfant. Il y a eu des discussions, il y a eu des interrogations sur ce sujet-là. Les pays sont différents, les positionnements sont différents, mais voilà, on est d'accord, on s'entend tous sur le fait qu'il faut voir un petit peu les besoins et la place de l'enfant aussi en termes de protection au sein de ce conflit-là, qui n'est pas son conflit à lui et dont il est victime. Et puis c'est revenu à la fin, mais c'est revenu tout au long de la journée, la temporalité. On voit bien qu'il y a les délais qui sont prévus par les conventions, qui sont très courts. Et il y a la temporalité administrative, il y a la temporalité des enfants. Puis on a besoin de prendre du temps pour travailler avec la famille. Donc en même temps, il y a tous ces délais et cette temporalité, ces différentes temporalités qui se mélangent et dont on a besoin un petit peu de prendre du temps. On a parlé beaucoup et à ce niveau-là, je pense qu'au niveau de la France, si on reste au niveau franco-français, même si dans chaque table ronde, on avait essayé de faire venir un petit peu l'intervention d'un autre pays, je pense qu'à notre niveau, on peut évoluer. Où c'est plus compliqué, c'est au niveau de la coopération internationale. Ça ne dépend juste pas seulement de notre système à nous et de notre façon de fonctionner. Il y a un travail collaboratif qui est nécessaire, ça c'est certain. Parfois, au niveau de la coopération internationale, on l'a dit ce matin, les règles ne sont pas les mêmes, ce qui nous renvoie aussi sur la prise en compte de l'interculturalité et alors certes, des règlements, des lois dans chaque pays, mais la façon de voir les choses, tant dans l'éducation que dans l'appropriation de certains éléments. Donc la coopération, elle n'est pas simple, mais on peut agir à notre niveau. Je pense qu'il y a différentes initiatives qui ont été mentionnées, un travail de plaidoyer aussi pour faire bouger les politiques publiques. Il y a quand même pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Ce matin, on a parlé, c'est un petit peu l'arlésienne à ce niveau-là, mais d'un ministère, on va dire, de l'enfance, de la famille. Ça serait nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait des choses quand même qui bougent et qui puissent permettre en fait aux professionnels qui se saisissent de ces questions de pouvoir agir et de prendre le temps auprès des enfants et de leurs familles. Un point qui est revenu aussi beaucoup, mais il y a des choses qui bougent à ce niveau-là aussi au niveau européen, c'est la spécialisation. On a parlé à plusieurs reprises de le fait d'avoir ce tribunal spécialisé, ces médiateurs ou ces professionnels spécialisés sur ces questions-là et d'avoir une formation continue et qui soit adaptée. On voit qu'il y a des projets européens qui sont lancés, on voit des initiatives, comme ça a été mentionné en Suisse, où il y a des choses en fait qui se font, en Belgique aussi. Nous, il y a encore un petit peu de travail sur tout ce qui est médiation familiale internationale. Il y a beaucoup de choses autour de la médiation en France, familiale. Sur l'international et spécifiquement les enlèvements parentaux, il y a encore des choses à faire, même si ça évolue. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la journée. Même si ça a été riche, en tout cas, on a de quoi faire. On va s'inscrire, comme je l'ai dit ce matin, dans des groupes soit des groupes de travail, soit des actions de plaidoyer ou des choses qui pourraient faire évoluer, en tout cas, la situation dans l'intérêt des enfants et aussi de leur famille. Donc voilà, donc je voulais remercier tous les intervenantes, toutes les modératrices, qui étaient donc l'équipe du 116 000, comme vous l'avez vu, et aussi tous les participants de cette journée, toutes vos questions qui ont, comme a dit Samia, permis d'enrichir les débats.
Je rappelle que ce colloque, il est enregistré, qui va être diffusé sur notre chaîne YouTube, comme l'a dit Julien tout à l'heure, pour le diffuser à un maximum de personnes. Ça revient à ce que j'ai dit au début sur le fait qu'on a besoin de plus faire connaître cette question-là, ce sujet-là, pour que les gens puissent s'en saisir. Parce que finalement, quand on écoute, tout le monde peut être mobilisé sur ces questions-là et tout le monde pourrait avoir un lien avec ces questions-là. Donc on a besoin un peu plus de sensibiliser, d'approcher avec un autre angle peut-être pour que les gens se sentent concernés, en tout cas dans leur pratique professionnelle, je parle. Et après, il y a les personnes à titre individuel. Donc voilà, on va le diffuser et on essaiera de faire du plaidoyer sur ces questions. Donc un grand merci à tous. Je voulais juste vous dire qu'il y avait toute la documentation à l'accueil dont j'ai mentionné au départ. Samia a montré tout à l'heure la méthodologie en français d'ICARE. Donc elle a été faite, la méthodologie au niveau européen, par plusieurs pays. Et là, on en a fait la déclinaison française qui reprend la base initiale de cette méthodologie en y ajoutant tous les éléments français qu'on a travaillé au sein du SSI France, mais qui fait partie de la Fondation Droits d'Enfance et spécifiquement avec Ludivine Makanda qui est intervenue juste avant. On vous invite aussi par rapport à votre questionnaire de satisfaction, il apparaît là, si vous voulez prendre le QR code pour répondre aux questions du questionnaire et nous donner votre avis sur cette journée. Donc je vous invite à le faire et à rendre vos badges à la fin. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.